Bonjour à tous et bienvenue de nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Andriy Kortunov, l'ancien directeur du Conseil russe des Affaires internationales. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci. Je voudrais donc vraiment discuter avec vous aujourd'hui d'un rapport auquel vous avez contribué, qui porte sur les acteurs extra-régionaux au Moyen-Orient. Comme nous le savons, le Moyen-Orient est une région fascinante, car elle n'est pas seulement stratégique, mais beaucoup des principaux acteurs n'en font pas partie, ce qui explique souvent pourquoi elle a été le théâtre de rivalités entre grandes puissances. Cependant, l'Union soviétique a été en grande partie évincée dans les années 1970 et 1980, du moins en jouant un rôle plus limité. Mais nous voyons aujourd'hui que la Russie opère un grand retour, et il semble toujours y avoir un effort pour éviter tout retour à une politique de bloc, puisqu'elle cherche apparemment à dialoguer avec tous les grands acteurs de la région et à ne pas recréer ce que nous connaissons actuellement en Europe. Je me demandais donc comment nous pouvons comprendre l'évolution de la politique étrangère russe au Moyen-Orient aujourd'hui, c'est-à-dire ses intérêts, ses priorités, et je suppose comment cela se traduit par une politique cohérente. Merci pour la question. Permettez-moi de commencer en affirmant qu'historiquement, la région du Moyen-Orient n'a jamais été autosuffisante en matière de sécurité. Elle a toujours fait partie d'un système de sécurité plus large, avec des acteurs extérieurs jouant des rôles très importants. C'était le cas sous l'Empire ottoman. Plus tard, après la fin de la Première Guerre mondiale, la région a été entraînée dans la compétition entre grandes puissances. En particulier, les grandes nations européennes ont joué un rôle très important dans la gestion de l'agenda sécuritaire de la région. Ensuite, il y a eu la rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique. Vers la fin du XXe siècle, ce sont les États-Unis qui se sont imposés comme le principal fournisseur de sécurité extérieure, de loin le plus important. Il existe donc une tradition d'engagement extérieur. De plus, si l'on examine de plus près la région, on constate que les pays qui peuvent prétendre à l'autosuffisance en matière de sécurité sont principalement les nations non arabes de la région, comme la Turquie ou la République islamique d'Iran, dans une certaine mesure, Israël, mais pas les grandes nations arabes du Moyen-Orient. Cela pose donc des problèmes à la région, car il est très difficile de définir des intérêts sécuritaires spécifiques qui seraient différents de ceux des acteurs extérieurs. Et bien sûr, depuis longtemps, la région est un terrain de jeu pour les grandes puissances en compétition pour l'influence, développant leur capacité de rayonnement, ouvrant leurs bases militaires, et ainsi de suite. Donc la question, selon moi, pour la région, est de savoir si elle peut enfin devenir autosuffisante et durable en ce qui concerne son architecture de sécurité. Je pense que la question reste ouverte. En ce qui concerne la Russie, il me semble que la position de longue date de la Fédération de Russie est qu'il ne devrait y avoir qu'une implication limitée des acteurs extérieurs, et que l'arrangement de sécurité idéal pour la région serait celui d'une sécurité collective, qui serait inclusive plutôt qu'exclusive, englobant non seulement les nations arabes, mais aussi d'autres nations de la région. Bien sûr, beaucoup soutiendraient que c'est une tâche ardue, mais cela demeure l'aspiration stratégique de la Fédération de Russie. Eh bien, une grande partie des relations entre la Russie et les Arabes ont, je suppose, été entachées ou affectées par l'engagement de la Russie en Syrie, c'est-à-dire pour empêcher un changement de régime, qui a effectivement eu lieu maintenant. Mais je suppose que, c'est ironique, parce que la Syrie est vraiment un élément clé. La guerre syrienne est un domaine clé où la Russie est revenue dans la région du Moyen-Orient et s'est affirmée plus fortement.
Mais en même temps, cela a aussi eu un impact malheureux sur les relations avec d'autres acteurs de la région. Je me demande comment les politiques, ou comment la position de la Russie au Moyen-Orient, évolue maintenant que oui, les pays occidentaux ont réussi le changement de régime, et, eh bien, je suppose, oui, ont mis fin à la position que la Russie occupait en Syrie. Eh bien, Selon moi, l'engagement russe en Syrie n'était pas la règle, mais plutôt une exception à la règle, car traditionnellement, surtout après la chute de l'Union soviétique, la Russie a toujours cherché à maintenir des équilibres délicats et finement calibrés dans ses approches de la région. Des équilibres entre Arabes et Perses, entre Chiites et Sunnites, entre Israéliens et Palestiniens, entre Turcs et Kurdes. Et si l'on observe la majorité des conflits dans la région, on constate que la Russie est l'un des rares pays, surtout parmi les acteurs extérieurs, à entretenir de bonnes, voire parfois très cordiales, relations avec les deux parties du conflit. Et nous voyons que dans des endroits comme la Libye, la Palestine et la région du Golfe, la Syrie a fait exception dans la mesure où la Russie a soutenu Bachar el-Assad. Elle a pris parti. Elle s'est appuyée sur Bachar el-Assad, du moins jusqu'à récemment. Et c'est pourquoi elle doit désormais envisager la limitation des dégâts comme faisant partie de sa stratégie, non seulement en Syrie, mais aussi au-delà de la Syrie. Et nous pouvons maintenant observer que, 6 mois après la chute de Bachar el-Assad, la Russie est toujours présente en Syrie. La Russie garde toujours le contrôle des 2 principales installations militaires qu'elle possède. Il y a des négociations avec les nouveaux dirigeants syriens. En même temps, à ma connaissance, la Russie n'a pas brûlé ses ponts avec les Kurdes, la Turquie, ni même avec Israël. Elle peut avoir des réserves sur ce qu'Israël ou même la Turquie font en Syrie. Mais la Russie garde les portes du dialogue ouvertes. Et je pense qu'elle revient en quelque sorte à sa position traditionnelle. Un acteur d'équilibre. Un acteur capable d'agir en marge. Un acteur qui peut tirer parti d'une bonne connaissance de la région et d'une grande expérience de la coopération avec diverses forces locales. Je pense que c'est en quelque sorte l'état naturel de l'approche russe vis-à-vis de la région MENA dans son ensemble. Qu'en est-il de la présence en Syrie, cependant? La Russie serait-elle trop mal à l'aise pour maintenir une présence militaire, comme elle l'a fait par le passé avec la base navale, compte tenu de l'imprévisibilité du nouveau gouvernement? Eh bien, vous avez raison. Je pense que nous ne pouvons pas le prendre pour acquis. Personne ne sait ce qui se passera demain ou après-demain. Et en effet, les modalités de l'engagement russe en Syrie pourraient évoluer du côté syrien. Il pourrait imposer davantage de conditions à cet arrangement. Et nous ne pouvons pas exclure l'influence de divers autres acteurs extérieurs, comme Ankara, par exemple, qui pourrait avoir ses propres ambitions et ses propres priorités concernant sa présence militaire en Syrie. Donc, à mon avis du moins, la situation reste assez précaire. Cependant, je pense que cela étant dit, selon moi, pratiquement n'importe quel gouvernement à Damas devrait être intéressé à maintenir une certaine présence russe dans le pays afin de contrebalancer l'influence prédominante d'autres acteurs. Actuellement, en Syrie, nous assistons à une compétition entre Israël et la Turquie. Et peu importe qui l'emporte dans cette rivalité, Damas pourrait devoir en payer le prix. Donc je pense qu'au moins, je n'exclus pas que, pour les décideurs à Damas, et certains d'entre eux sont des personnes exceptionnellement brillantes et intelligentes, la Russie puisse représenter un actionnaire minoritaire important dans leur pays.
Je sais que la Chine a déployé de grands efforts pour améliorer les relations entre l'Arabie saoudite, les États du Golfe et l'Iran, afin de réduire certaines tensions. Cela semble être, dans une certaine mesure, également motivé par l'intérêt national. C'est-à-dire, il serait plus facile de travailler avec toutes les parties si elles n'étaient pas dans une situation de conflit aussi stricte. Et aussi, bien sûr, si cette guerre froide, telle qu'elle était, entre les Saoudiens et l'Iran, venait à prendre fin, cela déferait certains des systèmes d'alliance que les États-Unis ont construits dans la région. Donc, encore une fois, il y a, je suppose, des intérêts majeurs de grandes puissances. Les États-Unis ont bien sûr beaucoup à perdre si la paix venait à s'installer. Mais dans quelle mesure la Russie a-t-elle des initiatives similaires, comme les Chinois, pour essayer de rapprocher certains Arabes et les Iraniens, ou du moins réduire l'ampleur des tensions? Eh bien, je pense qu'en gros, Moscou et Pékin sont sur la même longueur d'onde à ce sujet, car dans les deux capitales, on s'inquiète de ce que l'on peut qualifier d'OTAN arabe, un regroupement d'États arabes avec Israël, consolidé par le défi perçu de la République islamique d'Iran. Je pense que la Russie, du moins la direction russe, est fermement convaincue qu'il ne faut pas compromettre la centralité de la question palestinienne pour parvenir à une paix durable au Moyen-Orient. Et si, à Washington, certains responsables politiques estiment que la question palestinienne doit être remplacée par le défi iranien, ce n'est clairement pas une idée qui peut être soutenue à Moscou pour des raisons très pragmatiques. La Russie ne souhaite pas avoir à choisir entre l'Iran et les États arabes du Golfe. Pékin non plus ne veut pas faire un tel choix. La Russie et la Chine aimeraient explorer les opportunités des deux côtés du Golfe. Elles sont intéressées par la mise en place d'un dispositif de sécurité inclusif et non exclusif dans la région. Bien sûr, elles souhaitent faire tout leur possible pour éviter que la région ne glisse vers une confrontation bipolaire semblable à l'ancienne guerre froide en Europe. Il n'est pas encore certain que Moscou et Pékin, même ensemble, soient en mesure d'aider la région à progresser vers un dispositif de sécurité inclusif. Nous savons que la relation entre Téhéran et Riyad est très compliquée. Il existe donc clairement un manque de confiance des deux côtés. Il y a des inquiétudes, il y a des préjugés, et il existe de nombreux obstacles à toute véritable réconciliation. Mais encore une fois, en tant qu'ancien historien, je peux vous dire que l'Iran est présent depuis très très longtemps. On ne peut pas simplement prendre la carte de la région, en retirer la République islamique et prétendre qu'elle n'appartient pas à la région. Ce n'est pas factuellement exact. L'Iran sera toujours là. Il est donc dans l'intérêt de tous de s'assurer que l'Iran soit d'une manière ou d'une autre prise en compte. Bien sûr, cette prise en compte nécessitera des ajustements, non seulement du côté arabe, mais aussi du côté iranien. Et nous ne pouvons qu'espérer que les Arabes comme les Perses feront preuve du degré de flexibilité nécessaire. J'irais même jusqu'à parler d'empathie, car sans empathie, il serait très difficile d'avancer. Non, souhaiter la disparition de l'Iran, à mon avis, est aussi inutile que les Européens essayant de souhaiter la disparition de la Russie. C'est une recette pour l'instabilité et le désastre. Mais en ce qui concerne les relations entre la Russie et l'Iran, elles ont vraiment progressé pendant les années d'intérêt commun en Syrie. Je me souviens que beaucoup de Russes parlaient de la possibilité de prendre ce domaine limité d'intérêt partagé et de le traduire en quelque chose de plus large, un intérêt commun plus vaste. Surtout, à mesure que la Russie commençait à se tourner davantage vers l'Est pour trouver des partenaires économiques et amorcer un changement géoéconomique plus large. Mais quels sont les principaux obstacles? Ou comment voyez-vous l'avenir d'un partenariat stratégique entre la Russie et l'Iran, surtout après les récentes attaques contre l'Iran,
qui ont probablement rendu l'Iran plus prudent quant à sa dépendance envers des alliés étrangers. Eh bien, vous savez, c'est une relation compliquée. Il y a certainement des opportunités, mais il y a aussi des problèmes entre Moscou et Téhéran. Si l'on devait parler des problèmes, je commencerais probablement par l'histoire. Cette relation n'a jamais été facile, et il y a eu de nombreuses guerres entre la Russie et l'Iran. Si vous allez à Téhéran, il existe encore des rancœurs liées au passé, surtout si l'on considère le XXe siècle, lorsque l'Union soviétique, avec le Royaume-Uni, a en fait partagé l'Iran pendant la Seconde Guerre mondiale pour empêcher l'Allemagne de prendre le contrôle. C'est donc l'un des points à garder à l'esprit, et cela prendra du temps. Il faudra beaucoup d'efforts pour parvenir à effacer d'une manière ou d'une autre ces souvenirs historiques négatifs du côté iranien. Un autre problème que nous avons avec l'Iran, c'est que nos économies ne sont pas vraiment complémentaires. Si l'on prend la Russie et la Chine, ou même la Russie et l'Inde, on constate un certain degré de complémentarité. La Russie fournit à la Chine ses ressources énergétiques et ses produits agricoles. Elle peut également fournir certains biens de haute technologie, principalement liés à la défense. En échange, la Chine peut aider la Russie avec des biens de consommation, diverses machines, ainsi que certains véhicules civils et autres produits. Avec l'Iran, ce n'est pas aussi évident, car la Russie et l'Iran sont tous deux de grands producteurs d'énergie. Ils doivent être compétitifs sur les marchés mondiaux. Ils ne peuvent absolument pas échanger de l'énergie entre eux. Donc si l'on regarde le niveau des échanges entre la Russie et l'Iran, il n'est pas très impressionnant. Il augmente mais lentement. On peut en dire autant des investissements. Il existe quelques projets de démonstration à grande échelle. Le plus visible est bien sûr la centrale nucléaire de Bushehr. Mais les petites et moyennes entreprises ne sont pas vraiment impliquées activement dans ces investissements ou échanges commerciaux entre les deux pays. Cependant, à bien des égards, l'Iran est indispensable. Par exemple, il est indispensable en tant que maillon important du corridor de transport nord-sud. Vous ne pouvez pas contourner l'Iran. Il faut engager l'Iran pour s'assurer que ce projet prenne son envol. Je ne sous-estimerai pas la capacité économique de la République islamique. Il dispose de bonnes écoles d'ingénieurs, il possède des industries de construction mécanique assez développées, et bien sûr, il pourrait aussi y avoir beaucoup de coopération dans l'agriculture et les services. Donc il y a des opportunités. Elles ne sont pas faciles à explorer. Cela demandera beaucoup de travail de terrain, beaucoup d'endurance et d'engagement. Mais je pense que ce n'est pas hors de notre portée. De plus, il ne faut pas oublier que l'Iran fait partie de divers accords multilatéraux en Eurasie. Cela inclut l'Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS. Et cette année, l'Iran a conclu un accord de libre-échange avec l'Union économique eurasiatique. Ainsi, le commerce et les investissements augmentent progressivement. Je pense que nous pouvons également parler d'une coopération politique plus intense, y compris des exercices militaires conjoints et des votes de solidarité aux Nations Unies sur un certain nombre de questions. Je ne m'attends pas à des miracles, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons signé un nouvel accord avec l'Iran plus tôt cette année. Et bien sûr, le défi consiste maintenant à savoir comment mettre en œuvre cet accord. Comment ouvrir la voie à une coopération plus multiforme, plus intense, voire à une collaboration entre les deux nations. C'est intéressant ce que vous avez dit à propos de l'histoire, car j'étais à Téhéran il y a 3 mois, et on m'a dit plus ou moins la même chose, que l'histoire ou le fantôme du passé plane encore souvent sur beaucoup de gens. Une source, eh bien, on pourrait dire, de méfiance.
Mais en même temps, on m'a aussi dit que la perception des Iraniens envers la Russie a changé de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie, alors que les deux pays se sont rapprochés bien plus qu'ils ne l'étaient auparavant. Comme vous l'avez dit, il est très difficile de surmonter l'histoire. Mais vous avez mentionné le corridor international de transport nord-sud, reliant la Russie et l'Iran à l'Inde, mais incluant bien sûr aussi certains pays voisins. Quel est le potentiel de ce projet? Car cela semble constituer un élément important de la politique russe au Moyen-Orient, dans le but de diversifier les infrastructures dans la grande région eurasiatique. Tout est trop centré sur la Chine. Mais avec ces nouvelles guerres et les problèmes avec l'Azerbaïdjan, existe-t-il des menaces pour ce projet? Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de dire quelques mots sur l'histoire. Je pense que si l'on regarde en arrière, la Russie et l'Iran, ces deux grands empires, se sont principalement affrontés pour le contrôle du Caucase du Sud, des territoires qui sont ensuite devenus l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie. Et je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces nations sont indépendantes. Elles sont ouvertes à la coopération avec tout le monde, y compris Téhéran, Moscou et Ankara. D'une certaine manière, il pourrait être plus facile de surmonter cet héritage historique malheureux, car il ne s'agit plus d'un jeu à somme nulle. Tout le monde peut en bénéficier. C'est pourquoi, par exemple, à Moscou, on avance le concept de négociation 3+3. Les trois États du Caucase du Sud, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ensemble avec trois grandes nations voisines, la Russie, l'Iran et la Turquie, devraient travailler ensemble sur des questions liées à la sécurité et au développement. Ce n'est pas un plan très facile à mettre en œuvre. Bien sûr, il y a beaucoup de réserves et d'inquiétudes, et il y a beaucoup d'opposition à ce format, mais je pense que d'une certaine manière, cela a clairement du sens, car cela place le Caucase dans un cadre plus multilatéral. Maintenant, pour ce qui est du corridor nord-sud, ce n'est pas une idée nouvelle. Comme vous le savez probablement, on parle de ce projet depuis déjà une vingtaine d'années, et il existe différents itinéraires pour ces corridors de transport, au moins 3. On peut parler de la route orientale, qui passe par l'Asie centrale, par le Kazakhstan, puis plus au sud, le Turkménistan, l'Iran, puis le Pakistan. On peut parler de la route transcaspienne, qui est un transit entre les ports iraniens du Nord et Astrakhan. Aujourd'hui, les Iraniens sont susceptibles d'investir beaucoup d'argent dans les infrastructures de transport d'Astrakhan. Donc, ils y misent clairement sur cette option en particulier. Et bien sûr, il y a la route occidentale, qui devrait passer par l'Azerbaïdjan, puis par le nord de l'Iran et plus au sud. Donc, il existe différentes options qui ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives. Lorsqu'ils estiment le volume de marchandises pouvant être transférées par ce corridor, ils évoquent généralement 30 ou 40 millions de tonnes par an, principalement des conteneurs, mais peut-être pas uniquement des conteneurs. Ce n'est pas vraiment une révolution dans le transport mondial. Cela ne remplacera certainement pas le canal de Suez ou d'autres grandes routes internationales de transport. Mais cela contribuera clairement à desservir un certain nombre de pays, en particulier les pays enclavés, qui souhaitent augmenter le nombre de voies d'accès à l'océan mondial. Donc, en termes régionaux, c'est un projet important. Maintenant, est-il en concurrence avec le projet de la ceinture et la route? Je ne le pense pas. Je crois qu'il ne concurrence pas vraiment le corridor de transport Est-Ouest, mais qu'il pourrait être complémentaire à ce qui est réalisé le long de la route Est-Ouest. Beaucoup de choses dépendront de la situation économique des pays situés le long de ce corridor. Dans quelle mesure ils sont prêts à s'engager réellement? Dans quelle mesure ils sont prêts à investir dans les industries adjacentes?
Mais je pense que ce projet a assurément un avenir, et j'espère qu'il continuera à s'imposer comme un corridor international de transport sérieux d'ici peu. C'est intéressant que tu dises que ce n'est pas une nouveauté. Beaucoup des itinéraires suivent encore à peu près le même chemin que lorsque les Américains fournissaient des armes aux Soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc une certaine continuité. Mais oui, sur le sujet du Moyen-Orient, il ne faut bien sûr pas oublier Israël. Et je me souviens avoir parlé une fois à Eudolmor au Kazakhstan en 2018, et il faisait remarquer que les Israéliens auraient toujours une relation particulière avec les Russes à cause de la Seconde Guerre mondiale, de la libération d'Auschwitz. Il parlait donc, je crois, d'une relation spéciale. Bien sûr, les Russes et les Israéliens se retrouvent souvent sur des positions opposées concernant certains intérêts, que ce soit en Syrie par exemple. Mais il y a toujours eu ce sentiment de respect mutuel, avec des lignes de communication ouvertes. Pourtant, quelque chose semble avoir changé ces dernières années, avec Israël qui est perçu comme apportant un certain soutien à l'Ukraine, et la Russie qui commence à se rapprocher de l'Iran. Et bien sûr, on peut ajouter les récentes actions israéliennes à Gaza, que la Russie a critiquées plus ouvertement, du moins verbalement, qu'à l'accoutumée. Dans quelle direction va cette relation? S'agit-il simplement d'un accroc passager ou assistons-nous à une rupture plus profonde entre les deux pays? Selon moi, bien sûr, cette relation particulière est aujourd'hui bien plus complexe qu'elle ne l'était, disons, il y a 4 ans. Vous avez tout à fait raison. Il y a des facteurs importants, même s'il y en avait d'autres également. Mais ces 2 facteurs se sont révélés être les plus déterminants. L'opération militaire spéciale a eu un impact très significatif sur l'opinion publique en Israël. Et il existe de nombreux groupes pro-ukrainiens dans le pays. Il y a également une pression de l'Europe pour qu'Israël adhère aux sanctions de l'UE. Israël résiste à cette pression, mais cela a indéniablement compliqué la relation. Et le deuxième facteur est l'opération israélienne à Gaza. Et la Russie a toujours été très critique envers ce que font les Israéliens là-bas. À Moscou, on considère qu'il s'agit clairement d'un usage excessif de la force militaire. C'est une forme de dommage indiscriminé infligé à la population civile. Ici, la Russie s'associe à la plupart des nations arabes, qui sont elles aussi très critiques à l'égard des actions d'Israël. Cependant, je pense qu'en réalité, ni Israël ni la Russie ne sont prêts ou disposés à rompre complètement cette relation. En effet, vous avez mentionné l'histoire, mais j'ajouterais qu'il y a de nombreux Russes et russophones en Israël. Il y a de nombreuses personnes qui ont la double nationalité et elles ne peuvent pas être abandonnées par Moscou. Israël reste un partenaire. Israël n'est certainement pas un pays hostile. Il n'a adopté aucune sanction anti-russe. C'est toujours une fenêtre importante pour que la Russie reste intégrée à l'économie mondiale, y compris à l'économie mondiale de haute technologie. Je dirais aussi qu'il existe une certaine alchimie personnelle entre les 2 dirigeants, le Premier ministre Netanyahou et le président Poutine. Ils accordent tous 2 beaucoup d'importance à la Seconde Guerre mondiale. Pour eux, ce n'est pas seulement de l'histoire médiatique, c'est une partie du monde dans lequel ils vivent, et je pense qu'ils se comprennent assez bien. Selon moi, bien que la relation russo-israélienne soit complexe, et le restera probablement à l'avenir, il existe certaines lignes rouges que ni l'un ni l'autre des 2 camps n'est prêt à franchir. Ce dialogue va donc se poursuivre. Je pense qu'il pourrait se passer beaucoup de choses à huis clos sous forme de consultation.
Et il est certain que la Russie gardera un œil sur l'évolution politique en Israël, car Israël devra organiser ses prochaines élections au plus tard l'année prochaine. Et il pourrait y avoir des changements politiques dans le pays. Soyons donc patients pour voir comment cela évolue. Mais comme je l'ai dit, je ne prévois pas de changement radical dans cette relation dans un avenir proche. Juste une dernière question. Quel est, selon vous, le principal défi? Parce que, encore une fois, le Moyen-Orient semble traverser un changement majeur en ce moment. Les États-Unis devront, je suppose, accepter à contre-cœur à un moment donné un rôle plus modeste dans le système international. Les Européens auront également une influence nettement moindre. On voit la Turquie s'affirmer à la fois à gauche et à droite. Il y a le risque d'un effondrement, voire d'une balkanisation de la Syrie. La Libye pourrait également se désagréger. La question palestinienne reste problématique. Comme vous l'avez dit, Israël n'est guère stable en ce moment non plus. Et l'Iran, après la récente attaque contre ses réacteurs nucléaires, pourrait prendre une direction imprévisible s'il juge nécessaire d'augmenter sa propre capacité de dissuasion. Je veux dire, dans toute la région, il y a beaucoup de changements en cours. Bien sûr, on peut aussi mentionner l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar qui cherchent à diversifier leurs relations extérieures. Comment la Russie navigue-t-elle à travers tout cela, tout en essayant de ne pas se laisser entraîner dans quelque chose? Parce que, je suppose, une partie malheureuse de l'histoire russe, c'est que chaque fois qu'une grande guerre éclate, la Russie se retrouve souvent impliquée. Et il est souvent judicieux de garder ses distances aussi. Mais malgré tout, elle reste un acteur de la sécurité dans la région. Comment la Russie parvient-elle à se frayer un chemin dans ce chaos à venir? Je pense qu'il existe un défi plus général pour tous les acteurs extérieurs dans la région. Ils doivent tous faire la distinction entre ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que je crois que pendant longtemps, de nombreux acteurs extérieurs ont souffert d'un excès de confiance. Cette idée que, vous savez, nous pouvons arriver et régler la situation dans la région. Peut-être pas seuls, mais avec d'autres grandes puissances. Nous pouvons y parvenir. Nous savons comment faire. Nous savons où se trouve le problème et comment le résoudre. Et je pense que personne ne peut résoudre les problèmes de la région à part la région elle-même. Nous ne pouvons pas et nous ne devrions pas essayer de faire le travail à la place des Arabes, des Juifs, des Iraniens ou des Turcs. Ils doivent être aux commandes. Les acteurs extérieurs peuvent aider. Ils peuvent fournir du carburant à cette voiture, aider à la navigation et à l'entretien du véhicule, mais ils ne doivent pas remplacer le conducteur. Et je pense que tout le monde apprend cette leçon à ses dépens. Il y a eu des moments où les Européens étaient convaincus qu'ils savaient comment gérer la région et trouver des solutions à tous ces problèmes. Plus tard, je me souviens que l'Union soviétique affirmait avoir inventé un modèle de modernisation pour le Moyen-Orient, ce socialisme d'État, un socialisme de type arabe. Les États-Unis ont apparemment cru par la suite qu'ils pouvaient créer ce grand Moyen-Orient qui serait sûr, libéral, démocratique et stable. Mais cet excès de confiance s'est toujours retourné contre eux. Je pense que nous, en tant qu'acteurs extérieurs, pouvons aider la région à gérer ses problèmes en donnant des conseils, en impliquant ces acteurs dans des structures internationales multilatérales plus larges et en fournissant une assistance économique, technique et peut-être militaire. La question clé est de ne pas nuire, de ne pas transformer à nouveau la région en un terrain de jeu pour les grandes puissances en compétition. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, mais je pense que c'est la seule voie à suivre si nous voulons voir cette région stable et prospère.
stable and prosperous. Yeah, so I think, that is Oui, je pense que cela a toujours été le défi. Éviter de transformer le Moyen-Orient en un échiquier conflictuel. J'imagine qu'adopter une position plus humble et modérée dans la région est un bon point de départ. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Et oui, j'apprécie toujours de lire vos articles. Alors, merci encore. Eh bien, merci de m'avoir invité et prenez soin de vous.